Quand on associe le port du foulard à l'inégalité homme-femme, moi je me sens oppressée par la vision de certaines personnes misogynes et machistes qui veulent définir à ma place la notion de liberté. Pour moi, ça c'est une vision liberticide. Moi je défends un féminisme pro-choix, c'est-à-dire que la femme doit être libre de se vêtir comme elle veut, de porter une mini-jupe, un couvre-chef, un chapeau à voile ou ce qui lui chante, sans que qui que ce soit puisse lui imposer de faire autrement. C'est obligatoire, c'est un truc obligatoirement qu'on le fait. On est des musulmans. J'ai pas compris pourquoi ils parlent de ça en fait. Je comprends pas. J'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? On est libre ou on n'est pas libre? On est libre, normalement, c'est vrai. Si on est libre, on laisse les gens, ils s'habillent comme ils veulent, ils parlent comme ils veulent. Le temps qu'on ne fait pas de mal aux gens autour de nous, c'est tout à fait normal qu'on porte nos voiles parce que c'est notre symbole, c'est un truc. On peut dire par exemple, un enfant, il peut dire à son père non. Il peut dire non, mais nous, on ne peut pas dire non à Dieu. C'est Dieu qui décide. Et nous, on le suit. Ce qui m'a dérangée sur les choses qui m'arrivaient, me traiter de pute, c'est très bien, ça ne me dérange pas. Parce que chez moi, tu fumes une cigarette, tu es une pute. Tu es habillée avec une robe, tu es une pute. Tu as un petit copain, tu es une pute. Tu as envie d'être différente, tu es une pute. Pour que je fasse un rôle et me traite de pute, c'est pas grave, j'ai grandi avec ça, j'écoute la pute. Il n'y a pas que moi, beaucoup des femmes marocaines dans la rue, gratuitement tous les jours, on a pris l'habitude. Faire mes prochains films, parce que j'ai décidé, après tout le mal qu'ils ont me fait, je suis en train d'écrire un livre sur l'islam radical et la femme, et un peu de mon histoire. Et je ne veux pas arrêter parce que mon prochain film, ça va être aussi sur l'islam radical et la femme libre. Et ça ne me dérange pas de vivre toute ma vie et de me traiter d'une prostituée parce que je suis fière d'être une prostituée pareil, une femme guerrière, qui je suis libre. Oui, je mange du jambon. Oui, je bois de l'alcool. Oui, je ne fais pas le ramadan. Oui, je m'en fous de l'islam d'aujourd'hui. Mon islam, c'est de faire du bien à tout le monde. C'est chacun, il voit sa vie, chacun, il voit son chemin et de faire mal à personne. Ça, c'est un islam que je pratique. Je crois à Mahomet, mais je crois à Mahomet, qu'est-ce qu'il a dit à la base, pas qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui. L'islam d'aujourd'hui, je suis contre et je veux faire tout ce que je peux et je veux me battre à mort, même si je perds ma vie, pour montrer que ce islam d'aujourd'hui, il est en train de tuer les femmes musulmanes. Pour avoir la liberté de... Mais moi, je suis libre. Mon mari, il me soumet pas. Mon mari, je fais ce que je veux, quand je veux, et mon mari, il a rien à me dire. Là, aujourd'hui, je suis sortie, c'est pas mon mari qui va me dire « Ouais, tu sors pas. Hein. » Je sors quand je veux, avec qui je veux, je vais où je veux. Elle veut nous faire croire, mais tout ça se passe... Elle a de la chance, c'est pour elle, elle a de la chance. Et non, on ne partage pas la même conviction. Mais pour d'autres filles, c'est pas du tout le cas, c'est une exception. Pourquoi tu veux pas m'écouter? Tu vas me dire que tu te justifies pas auprès de ton mari sur tes allées et venues? Non. Écoutez, ça doit vraiment être un cas exceptionnel. Non, je te rassure, les sœurs autour de moi qui portent le voile intégral, comme moi, et leurs maris, ils sont exactement comme le mien. Et malheureusement, t'es pas capable de vouloir justement voir les choses comme nous, on les voit. Généralement... Ce dialogue de sourds entre les deux jeunes femmes est révélateur d'un malaise qui secoue la société française. Ces femmes voilées ne sont pas toutes des musulmanes d'origine. Près d'un tiers d'entre elles seraient des jeunes françaises de culture catholique converties à l'islam, comme Fatima, notre promeneuse du quartier Saint-Michel. Elle s'appelle en fait Aurélie et son interlocutrice a du mal à la croire. Est-ce qu'on peut savoir tes origines? Moi je suis française. Oui, mais t'es de quel pays? France. T'es pas née en France? Oui, non, mais d'accord, t'es née en France, sont nés en France, mes arrière-parents sont nés en France, mon nom est français, tout est français. Elle est où ma carte d'identité? Voilà. Je suis française d'origine française et je suis convertie dans ma famille, personne n'est musulman. Alors que vont chercher ces Françaises converties dans cette pratique d'un islam radical? Aurélie a grandi dans une famille recomposée en banlieue parisienne. Avec elle, nous revenons sur les lieux de sa conversion il y a 2 ans à la mosquée de Paris, où l'on pratique un islam modéré. Car au début, Aurélie ne portait pas le voile intégral. Cela fait seulement quelques semaines qu'elle a décidé de s'habiller comme cela, par conviction, mais aussi pour échapper au regard des hommes. J'étais très heureuse de pouvoir sortir avec mon niqab, je m'en sentais tellement bien, j'étais épanouie, je me sentais bien, je me sentais libérée, je me sentais vraiment en accord avec moi-même. Pour moi, c'était vraiment une protection. Parce que pour moi, le visage d'une femme, c'est sa beauté, c'est aussi une tentation pour les hommes. Hein. Le visage d'une femme, c'est ça qui va dire si elle est belle ou si finalement elle ne lui plaît pas. Donc ça veut dire que dans la rue, quand je marchais et qu'un homme pouvait voir mon visage et se dire « Machallah, cette femme, elle est belle »,
eh bien ça veut dire que vu que moi j'ai été la tentation et que lui il a été tenté, on a été rétribué pareil, on avait autant de péchés. Son mari, un musulman de 25 ans, n'a pas souhaité être filmé. Mais il ne partage pas les convictions de sa femme sur le voile. Car il le sait, dans de nombreux lieux publics, les femmes ainsi couvertes ne sont pas les bienvenues. Pour Asma Fares, 36 ans, la polémique n'a pas lieu d'être. Coucou mes chippies, bonjour. Alors elle est blogueuse de mode et se met en scène dans des vidéos sur internet. Hijab, tutoriel voile, comment poser votre voile pour le printemps, pour les beaux jours. Des conseils mode ou encore des astuces maquillage. Je viens juste en fait le poser ici dans mon creux de l'œil. Ce jour-là, elle tourne une nouvelle vidéo. Pour elle, afficher sa beauté, ce n'est pas incompatible avec l'islam. On dit que notre Dieu aime la beauté, donc il faut être beau, il faut être propre, il faut avoir de l'hygiène. C'est vraiment, ça rentre vraiment dans notre religion. Si on met un rouge à lèvres rouge et que la façon d'être à l'extérieur suit en fait, pas être attirante avec mes faits et gestes en fait, ça peut passer. Mais ça ne passe pas pour tout le monde. Sur le web, Asma Fares essuie une pluie de critiques. Alors tu me dégoûtes, tu te dis musulmane, mort de rire, fais-moi rire. Donc ça, par exemple, c'est interdit de s'épiler les sourcils. C'est un commentaire de comme je les appelle moi, les imamettes du net, ou les imams du net. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont venir vous donner des leçons de religion. Comment vous le vivez, vous ? Je m'en fous. Maintenant, je m'en fous, mais avant, ça me touchait beaucoup. Le corps de la femme a toujours été objectivé. Ça a toujours été un objet, ça continue de l'être. On fait des efforts, on essaye d'arranger les choses. Les femmes, dans notre société, sont enfin des sujets au plan, sur la plupart des plans. Mais sur le plan de l'image, ça continue à être problématique de par le monde et on s'en débrouille de manières diverses. On le cache complètement ou on l'expose complètement. Et chez nous, on l'expose de manière excessive, à la fois du côté de la putain et à la fois du côté de l'innocence de l'enfant. Voilà. On est toujours confronté au même problème qui est la maman et la putain. Ça a toujours été ça. Voilà. C'est-à-dire celle qu'on ne peut pas soupçonner, qu'on ne peut pas, qui est pure, qui est toute bonne, qui est une parfaite merveille désexualisée. L'image de l'enfant est accolée, l'enfant pur est accolé à celle de la mère avec l'enfant. Voilà, c'est la Vierge, exactement. Et de l'autre côté, la putain. Voilà. Donc on est toujours aux prises avec cette problématique. C'est une problématique d'un archaïsme très très profond. Et sur cette question-là, nous en sommes encore à l'aube de l'humanité. On pourrait dire ça comme ça. Je vais me définir comme un pro-féministe repenti. C'est-à-dire que j'ai toujours été pro-l'égalité, l'égalité juridique, l'égalité relationnelle, mais j'ai découvert un jour que le féminisme n'était pas que cela. Il y avait toute une part beaucoup plus vindicative, beaucoup plus guerrière, et qui est ce qu'on appellera le féminisme radical, etc. Et là-dessus, non. Je ne suis par exemple pas d'accord avec la généralisation de la culpabilisation de l'homme et de l'accusation de l'homme. Ça, fondamentalement, je crois qu'on fait totalement fausse route. Beaucoup d'hommes, malheureusement, s'y plient parce qu'ils ne savent pas encore quoi en faire ou qu'ils ne se rendent pas compte. Un jour, ça pourrait péter parce que ce n'est pas supportable. Dire que tous les hommes, par exemple, sont des violeurs ou tous les hommes sont violents, on ne peut pas généraliser. Et là-dessus, il se crée un climat extrêmement désagréable et malsain qui fait que l'homme est de plus en plus un objet à contrôler et non pas un partenaire. Ce féminisme-là trouve son fond de commerce, en corollaire de la violence supposée générale, sur le statut de victime. Tout le monde n'est pas victime, toutes les femmes ne sont pas victimes. Il n'y a pas de systématisation de la victimisation à faire, parce que je pense qu'il n'y a pas de systématisation d'une violence masculine. Il n'y a aucun bénéfice réel, à part financier devant un tribunal, à être victime. Je pense qu'être victime, on peut l'être, bien évidemment, victime d'un crime, victime de beaucoup de choses, mais on ne doit pas le cultiver par principe tant qu'on ne l'est pas, ne pas le généraliser à tout le monde et à toutes les femmes, et quand on l'est, il faut travailler à s'en sortir. Ce n'est pas les tribunaux qui nous sortent de l'état de victime, c'est une démarche personnelle, c'est une reprise en main personnelle, c'est la résilience. La victimisation arrive d'ailleurs à ce paradoxe qu'en voulant, entre guillemets, protéger ou émanciper les femmes de cette situation, on les infantilise parce qu'on remplace le père ou le mari par l'État et par le juge. Donc les femmes ne sont quasiment jamais considérées comme autonomes et comme capables de se défendre par elles-mêmes. Un témoignage, celui de Chloé Chaudet, maîtresse de conférences en littérature, qui sort aujourd'hui un livre intitulé « J'ai décidé de ne pas être mère », dans lequel elle raconte notamment la pression sociale qui continue aujourd'hui d'entourer la maternité ou la non-maternité.
Alors dans mon cas, bon, j'ai pas de difficulté à exprimer ce choix, hein, mais ce que je trouve très souvent fatigant, voire absolument épuisant, c'est les questions qui viennent après. Hein. Pourquoi? Est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce que tu ne vas pas le regretter? Est-ce que tu n'as pas peur de finir seule? Hein, autre grand classique. Bon, je suis vraiment sûre de moi. Mais ce que j'ai voulu essayer de montrer, c'est que ça n'empêchait pas les tiraillements, les hésitations, les moments de doute. Ces doutes, bon, c'est vrai qu'ils se sont atténués au fil des années dans mon cas, mais je pense qu'ils ne pourront jamais être entièrement tus tant que le choix de ne pas être mère restera si mal accepté. C'est un choix comme un autre. Hein. Il y a autant de manières de s'accomplir en fait que d'être femme, et pour certaines femmes, cet accomplissement ne passe pas par la maternité. Une forme d'accomplissement différent, donc revendiqué. Selon Chloé Chaudet, qui se base sur une étude de l'INED, l'Institut d'études démographiques, elle serait 1 million en France à avoir choisi de ne pas être mère. 1 million, un chiffre qui est loin d'être anecdotique, avec des explications très diverses, Virginie Riva. Toutes les études le prouvent, c'est avant tout un désir de liberté qui explique ce choix, liberté de vivre sa vie professionnelle, son couple, liberté d'improviser au quotidien, un choix qui s'explique aussi par le parcours de vie et qui peut basculer à tout moment. La liste des raisons est en réalité longue et très variable selon les femmes, mais s'ajoutent des facteurs philosophiques. Pour certaines, c'est l'angoisse environnementale, peur de polluer encore davantage, de participer à la destruction de la planète à cause de la surpopulation, une inquiétude plus sourde face au devenir économique ou politique de la société. D'autres y voient un engagement féministe, alors qu'historiquement les féministes ont plutôt lutté pour le droit à la pilule et à l'avortement. Aujourd'hui, le nouveau combat de ces femmes, c'est de pouvoir dire haut et fort qu'elles ne veulent pas d'enfants, en dénonçant la pression sociale autour de la maternité. Entre évidemment en jeu dans la décision le rapport à ses parents et à son enfance. On peut avoir de bonnes raisons de ne pas vouloir reproduire des souffrances subies. Et au-delà des femmes, hein, ces couples aussi, de manière générale, qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, les no kids ou les child free. Virginie Riva, merci.